Réunie en plénière ce jeudi 30 octobre 2024, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi des finances exercice 2025. Porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tshibanda, ce projet de loi s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 millions de dollars américains, et un accroissement de 21,6% par rapport au budget exercice 2024. Selon la chef du gouvernement, une attention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces. Et parmi les priorités de ce projet de loi des finances figure, entre autres, l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport au budget antérieur. L'investissement dans les infrastructures, la gratuité de l'enseignement des bases. Oui, ce qui m'a marqué négativement d'abord, c'est que ce gouvernement reçoit de l'Assemblée nationale plusieurs fois des recommandations pour être appliquées dans le sens d'améliorer la façon de présenter le budget et de l'exécuter. Mais très souvent, quand ils reviennent, ils nous présentent toujours le budget en équilibre, en dépenses et en recettes, mais dans l'exécution, il y a un grand déséquilibre qui s'installe. Il y a des dépassements de plus de 200% qui en fait voilent comment je peux appeler ça, le vol. Et nous, en tant que géniteurs de ce gouvernement, nous n'acceptons pas que notre gouvernement puisse être un gouvernement de ceux qui détournent l'argent de l'État. Et nous avons dit non à cela. Et nous avons même dit au président de l'Assemblée que cette fois-ci, nous n'allons pas accepter, puisque nous sommes tous dans la même barque. Ceux qui sont au gouvernement, comme nous les députés, nous sommes de la même barque. Nous ne pouvons pas accepter que l'un de ceux qui sont au gouvernement puisse être un détourneur pour que toute la barque sombre. Et là, c'est nous tous qui allons sombrer. Ça, c'est un. Mais au-delà de cela, beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices, surtout dans le cadre de PDL 145 territoires, concernant principalement le Grand Équateur et la Mongala, qui, dans le fonds qui est alloué à la Mongala, c'est pratiquement le 1/3 de ce qui est alloué par tous les autres provinces. Également, vous avez vu ce matin, les députés du Grand Équateur tonner. Le président nous a reçus parce qu'on ne se retrouve pas. Il y a le programme sino-congolais où le Grand Équateur dans son ensemble ne se retrouve pas. Et je voulais évoquer, parce que je n'ai pas été retenu pour intervenir, je voulais évoquer le cas du feu président Mobutu Sese Seko Kukumbundu Wazabanga, quelqu'un qui a lutté pour l'unité de la nation. Le gouvernement devrait prévoir qu'il soit enterré ici, à la RDC. C'est quand même le père de notre nation, de l'unité nationale. Il fallait que ce gouvernement prévoie rapatrier son corps pour être enterré dignement dans la République démocratique du Congo. Il y a le chemin de fer des Ouélé qui désenclave 4 provinces, qui doit aboutir par le port de Bumba, qui a été pris en compte partiellement. Le port de Bumba, c'est le terminus, mais il faut prendre en compte le chemin de fer. Au-delà de cela, il y a les salaires des fonctionnaires. Alors, de prime abord, j'ai eu à faire remarquer à Madame la Première ministre jusqu'à l'Assemblée de son gouvernement qu'on ne s'explique pas le fait qu'il y ait d'affectation des fonds dans les territoires et dans les entités administratives décentralisées de façon uniforme, alors que toutes ces activités ne se valent pas, aussi bien du point de vue démographique que du point de vue superficie. Mais tout en trouvant moi-même la réponse, certainement, on aurait pu me répondre si elle pouvait le faire avec son gouvernement, bien sûr, si elle pouvait le faire au même moment qu'on n'a pas de données par rapport au recensement de la population. Mais en même temps, moi, j'ai proposé une solution, à savoir recourir aux données de la CEDEAO. Ça, c'est le premier point que nous avons relevé. Le deuxième point, on a voulu en savoir un peu plus par rapport aux actifs miniers de notre pays qui ont été récupérés à la suite d'après négociation dès l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Et troisièmement, nous avons fait remarquer que pas plus tard que hier, c'est pas avant-hier, le chef de l'État était avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans le lac Albert, évidemment du côté congolais, mais il se trouve que
on parlait de cette question depuis que nous on est à FAP. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert. En 4 impositions, nous avons trouvé qu'il était indiqué d'attirer l'attention de Madame la Première ministre ainsi que son gouvernement par rapport à la sempiternelle question de la contrepartie que la RDC doit recevoir dans le cadre du crédit carbone. Nous avons les 60% des massifs forestiers d'Afrique. Le pays qui rivalise derrière avec nous dans ces domaines, à savoir le Brésil et l'Indonésie dans une certaine mesure, engage beaucoup de milliards, je dis bien beaucoup, alors qu'en RDC, on est encore dans l'expectative. C'est pour ça que je lui ai dit, sur base des informations dont je dispose, il y a même certaines banques privées basées dans notre pays qui ont déjà pris des contacts sérieux par rapport à cette question. Est-ce que ne serait-il pas indiqué que le gouvernement se donne les moyens de bien réguler cette affaire? Bien entendu, ça c'est passé des acteurs privés qui interviennent, mais le gouvernement devrait être le fer de lance de la politique, de la politique de crédit carbone dont la RDC est en droit d'attendre de la part des États pollueurs. Et en fin de compte, je parlais de la RN4 qui pratiquement la colonne vertébrale dans les transactions routières, notamment dans la Grande Orientale, dans les transactions commerciales, notamment dans la Grande Orientale, parce que ça touche directement les provinces du Haut-Pérou, du Bas-Zuri, de la Chopo, de l'Itour et même du Nord Kivu. Voilà à quelques mots ce qu'on a pu. Principalement sur les entités territoriales déconcentrées et décentralisées et aussi sur les institutions provinciales. En ce qui concerne les entités territoriales déconcentrées, j'ai demandé que le gouvernement de la République paye la prime pour la toute première fois aux administrateurs du territoire et qu'il fasse de la même façon aussi pour les chefs de groupement. À ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, j'ai demandé que leurs rétrocessions soient régulières et mensuelles. De la même façon pour les institutions provinciales, notamment les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Puisque nous avons souvent constaté que pour que le gouvernement central donne l'argent dû aux provinces, il y a toujours des interventions, il y a des marches, il y a des incidents qui interviennent, soit à la primature, soit au ministère des Finances ou au ministère des Budgets. C'est ainsi que nous avons voulu qu'ils puissent faire leur travail au modèle de Matata Mpogno, puisque du temps de Matata, moi j'étais conseiller au cabinet du gouverneur chez nous au Kasai à Chikapa. Tout le monde savait, du gouverneur au dernier agent, que entre le 20 et le 22, on doit nous payer et ça se faisait comme ça. C'est pour ça que nous avons fait la même recommandation et demandé qu'on peut prendre des gens qui ont passé, qui ont montré les bien fondés de leur travail comme experts, qui vont contribuer à ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, j'ai demandé la construction de l'aéroport de Chikapa. Le président voulait m'interrompre, j'ai insisté parce que c'est un aéroport qui est menacé par les érosions. Nous devons tous insister pour ça. Je l'ai expliqué aussi sur la dilapidation des recettes de l'État, où nous avons constaté à notre aéroport international d'Indjili, on nous fait payer des taxes par M-Pesa, par les monnaies électroniques M-Pesa ou Airtelman. Je ne sais pas, les ministères des Finances connaissent ça, ou des billets. Est-ce que c'est leur téléphone ou c'est leur numéro de téléphone? Et c'est ça les banques qu'il faut verser l'argent. Et enfin, je parlais du problème lié aux 145 territoires où j'ai expliqué que les taux d'exécution chez nous par PNUD est de 8%.
Donc si le gouvernement pouvait leur donner d'abord les timings, ou au besoin confisquer ça, donner à Bessego qui a démontré la façon de faire à Kananga et il a déjà livré beaucoup d'ouvrages alors que chez nous, il n'y a encore rien qui est fait jusqu'à présent. Voici. Dans les débats, il faut signaler que plusieurs interventions des élus ont tourné autour de l'amélioration des conditions de vie de la population, l'évaluation de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget alloué à nos forces armées et de sécurité. Au terme de 10 heures de débats houleux, la première ministre a rencontré différentes préoccupations soulevées. Pendant et à la fin de la plénière, quelques élus ont réagi dans la presse. Il faut noter qu'après la recevabilité de ce projet de loi de finances, celui-ci a été envoyé à l'ECOFIN pour amélioration. Et il faut noter qu'après la recevabilité de ce projet de loi de finances, celui-ci a été envoyé à l'ECOFIN pour amélioration.